Témoignage de Monsieur Philippe Corso Jr., octobre 2000. Philippe Corso Jr. est le fils du colonel Philippe Corso. Dans son témoignage, Philippe Corso Jr. révèle des informations qu'il a apprises de son père, dont une rencontre que le colonel Corso a faite avec une forme de vie extraterrestre dans le Red Canyon au Nouveau-Mexique, alors qu'il commandait un bataillon de missiles. Le colonel Corso, senior, a parlé de la question E.T. avec des gens comme le président Eisenhower, Strom Thurmond et John Edgar Hoover, le directeur du FBI, et également avec des responsables de la CIA et plusieurs membres adjoints de l'état-major. Il disait que beaucoup de ces informations avaient été cachées à de multiples présidents, dont Carter lui-même. Philippe Corso Jr. En 1957, après que mon père, le colonel Corso, ait pris le commandement du 50-52e bataillon de missiles, il a été confronté à plusieurs incidents dans le désert. L'un d'eux s'est passé dans une grotte que les GIs leur ont montrée et qui était un endroit frais de ce désert. Vous autres, vous devez comprendre que Red Canyon, à côté de White Sands au Nouveau-Mexique, là où s'est produit l'événement, est un endroit totalement isolé. Il est allé voir cette grotte, et c'était quand il était dans cette grotte qu'il raconte cette histoire de la première rencontre qu'il a eue avec l'extraterrestre dans la grotte en question. Il a dit qu'il était en quelque sorte allongé, en train de dormir, de se relaxer, assoupi, quand tout à coup, il a roulé sur le côté et a sorti son arme. Ils portaient toujours leur arme sur eux là-bas, même quand ils n'étaient pas à leur poste. Il dit qu'il a sorti son arme et qu'il l'a braquée sur cette forme. Il n'arrivait pas à voir ce qu'était cette forme. Alors il a demandé « Ami ou ennemi ?» La forme a dit « Ni l'un ni l'autre ». Mais il a vraiment été chamboulé parce que le message est arrivé mentalement et il se demandait comment était cette sacrée chose et ce qu'elle était en train de faire. Il l'a plus tard vue un peu bouger et il a vu qu'elle portait une sorte de casque et qu'elle avait une espèce de pierre au milieu du front sur un bandeau. Il a fait dessiner tout ça par un illustrateur. Cette créature lui a demandé de couper ses radars pendant 15 minutes. Il disait qu'il s'était demandé en lui-même « Comment cette chose sait-elle que je suis la seule personne à pouvoir donner cet ordre pour couper ses radars ?» Il a demandé à la créature « Bien, mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Ou qu'est-ce que j'aurais à y gagner ?» La créature a répondu « Un nouveau monde, si tu es capable de l'imaginer. » À l'époque, ça a eu peu ou pas de sens pour lui. C'est seulement bien plus tard que ça a eu du sens. Il est pourtant sorti de la grotte et a appelé le sergent Rex pour lui dire de couper les radars. Au moment où il a quitté la grotte, il a vu la créature, debout, au fond de la grotte, qui a fait une sorte de geste de la main qui n'était ni un salut, ni un signe, mais il lui a rendu son salut. Et c'est au fond de là que la personne s'est terminée, que la rencontre s'est terminée. Mais plus tard, en 1957, ces radars ont détecté un vaisseau qui traversait l'atmosphère à plus de 3000 miles à l'heure. 5500 km. Il est descendu près du Red Canyon. À l'époque, il y avait un petit avion et il a fait venir le pilote et il a décollé et jeté un œil aux alentours et il a vu un objet brillant sur le sol. Il a pensé qu'il irait enquêter de près par lui-même. Il a donc réatterri. Il n'a pris personne avec lui,
mais il a pris une des vieilles voitures de service pour aller dans le désert et il a dit qu'il avait trouvé un engin. Il a dit qu'il était totalement lisse, qu'il était de forme ovale, plus proche du cigare que de la soucoupe, qu'il était fiché dans une paroi, le côté appuyé contre un rocher. Il a dit que ce truc s'évanouissait et qu'il réapparaissait ensuite. Il a pensé qu'il avait des hallucinations et qu'il n'arrivait pas à s'imaginer ce qui était en train de se passer. Il a dit qu'il était mort de peur, mais qu'il a réussi à prendre une amarante et à la jeter en dessous après qu'il ait disparu, juste pour voir s'il avait des hallucinations ou si c'était réel. Il est revenu et il a dit qu'il l'a touché. Le côté était frais au toucher. Il a dit que quand il a de nouveau disparu ou qu'il n'a de nouveau plus été en phase, l'amarante était écrasée et il a donc su qu'il était de nature physique. Il a dit qu'il y avait des traces de pas autour de l'engin. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait eu là-bas plus de trucs qu'il n'en avait dit. C'est juste une impression personnelle. Parce que vous ne voyez pas des traces de près de l'engin. Enfin, je ne pense pas, sans faire une autre rencontre, mais c'est ma propre vision personnelle des choses. Il a dit que le vaisseau a commencé à vibrer et qu'il a pris peur et qu'il a de nouveau sauté dans la voiture de service, rapidement passé la marche arrière, il est brusquement parti à reculons et il a dit que le moteur a calé. Il a dit qu'il a vu le truc s'élever, tourner et grimper dans les airs et qu'il est ensuite allé dans une espèce d'enveloppe qui l'a en quelque sorte entouré. Il a dit qu'il en a plus tard parlé à Werner von Braun et qu'il en a parlé à Hermann Oberth, qui était dans les équipes scientifiques qui travaillaient avec lui. Il les connaissait parce qu'il avait été responsable de l'opération Paperclip pour le président Eisenhower. Paperclip était le programme clandestin qui consistait à ramener une sélection de scientifiques nazis porteurs d'informations importantes en Amérique après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est par conséquent un homme avec des références tout à fait sérieuses qui raconte une histoire de ce genre. C'est quelque chose que je dois dire à propos de mon père. Quand vous voyez la présence qu'il avait sur des films, et si vous connaissiez mon père, ne serait-ce que depuis quelques minutes, il ne changeait jamais son histoire. Le poisson ne devenait jamais plus long, et quand il racontait l'histoire, il la racontait devant n'importe qui. Il se fichait de savoir qui c'était, la crédibilité, les références, quoi que ce soit d'autre. Cette équipe scientifique faisait des recherches pour la Maison Blanche. Il faisait partie de l'opération Paperclip. Si vous voulez connaître l'un d'eux, mon père était l'officier chargé de la déclassification sur le projet Terrizon. Voyez, le président Kennedy n'a pas fait un truc si important que ça. Quand il a dit qu'on allait atterrir sur la Lune d'ici la fin 1969. Tout ça avait en fait déjà été proposé dans le projet Terrifon. Apparemment, je dirais que le président était probablement au courant de ça, parce que c'était classé à l'époque. Mon père était l'officier chargé de la déclassification là-dessus. Par conséquent, il savait ce que c'était. Je me rappelle avoir vu ça par accident, quand j'étais petit garçon. Je l'ai pris un jour sur son bureau. Et il avait une épaisseur d'à peu près 1 pouce, 2,5 cm. Et toutes les photos étaient en couleur à l'intérieur. J'ai dit « Waouh, regarde tous ces trucs de l'espace !» Bien sûr, je ne savais pas ce que c'était, si c'était un livre de fiction ou je ne sais quoi. Mais je me souviens bien l'avoir vu. Mon père parle d'un homme qui s'appelait Wilbur Smith.
qui était un grand enquêteur en ce qui concernait les ovnis et ces phénomènes, et qui a construit un tas de mécanismes pour la propulsion magnétique. C'était un Canadien. Papa a échangé des métaux, issus d'engins E.T., avec lui dans les années 60. Papa a bien sûr discuté de cette question avec de nombreux politiciens. Il a discuté de cette question avec Strom Thurmond et avec John Edgar Hoover, le directeur du FBI. Il a également discuté de ça avec des responsables de la CIA. Il a dit avec toutes sortes de branches et de services et avec la communauté du renseignement. Il a fait des briefings pour plusieurs chefs d'état-major et ils ont caché ces informations à plusieurs présidents. Ils ont pensé qu'il leur manquait tout simplement le terreau nécessaire pour avoir des briefings sur ce sujet. L'un d'eux était Carter. Il disait qu'on ne le mettait jamais au courant. Et il y avait en fait un groupe d'environ 30 généraux clés et des militaires clés, et des membres clés du Congrès tels que John McCormick, le porte-parole de la Chambre. J'ai pendant un moment été sous son patronage. J'ai travaillé au Capitol Hill en tant que policier du Capitole et en tant que jeune huissier. Il a informé ces gens-là. Il a informé un autre membre du Congrès. Papa était très proche de lui, John Fiant de l'Ohio. Il l'a informé. Pourquoi ont-ils informé ces personnages-là ? Ça faisait partie du programme de mon père et d'autres gens à l'époque de garder des connaissances secrètes et de révéler des connaissances dans certains secteurs, et c'était plus ou moins une communauté d'amis. Il y a eu beaucoup de générations à être impliquées là-dedans, et le pacte était que le dernier à mourir pourrait parler. Et le dernier à mourir a bien entendu et effectivement été le général Trudeau. Et après ça, mon père a alors tout dit. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas eu le moindre mot de révélé avant 1992. Mon père n'était pas dans le National Security Council, mais il était conseiller du président Eisenhower pour ce conseil. Autrement dit, il avait de nombreux conseillers qui assistaient à des réunions du conseil. Et il se contentait de s'asseoir là et de prendre des notes, et il faisait ensuite leur rapport au président. Il a dit qu'Eisenhower, lui, a demandé d'où venaient ces créatures. Je parle de Roswell. Papa a dit comme ça, on n'en sait rien. Il a dit, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il a répondu, on ne le sait pas non plus. Alors, Ike a dit « Eh bien, Corso, quel est votre avis ? Que faut-il penser de ça ?» Et papa a dit que sa réponse à Ike avait été « Écoutez, nous sommes de vieux soldats. Contentons-nous de ne rien dire. Mais ils ont violé notre espace aérien et nous devons donc les traiter en ennemis. Par conséquent, la dissimulation, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, a commencé. Mais mon père disait que le gouvernement n'avait pas besoin de dissimuler ça de lui-même. C'était tellement peu efficace, tout ça se ferait de soi-même. Ça n'a pas été un hasard si mon père a été envoyé aux recherches et développement en 1960 dans la branche technologie étrangère. Vous pouvez voir par là que le président Eisenhower a aussi été un autre président important qui avait ces informations et qui était au courant de ces informations. Mais Jack Kennedy, de quoi le président Kennedy était-il au courant ? Question de Stephen Greer. Jack Kennedy. De quoi le président Kennedy était-il au courant ? Mon père disait qu'il était au courant de ces informations. Autre question de Stephen Greer.
Quel type de technologie y avait-il et comment les a-t-on transférées? Philippe Corso. Je vais revenir au moment où papa a pour la première fois hérité de ses dossiers. Le dossier que le général Trudeau avait remonté dès qu'il avait commencé son boulot avait été remonté des sous-sols du Pentagone. Il y avait là des données. Il y avait là des dossiers classés. Il y avait des dossiers concernant l'expérience de Philadelphia. Il y avait des dossiers sur des tas d'autres questions gouvernementales en plus de Roswell. Mais il y avait bien là des objets. Les dossiers contenaient la provenance de ces objets et c'était bien de Roswell le 4 juillet 1947. Il parlait du fait d'avoir posé 3 de ces objets sur son bureau en formant un triangle. Et le général Trudeau qui est entré en disant « Oh, c'est quoi ce bric-à-brac sur votre bureau ?» Et papa a dit « Eh bien, vous savez, il pourrait bien changer le monde. » Et le général Trudeau a dit « Oui, je sais. Et nous ne pouvons qu'espérer que les gens qui viendront après nous sauront quoi faire d'eux. » Les premiers étaient en métal. Et ce métal était comme qui dirait différent, parce qu'on ne pouvait ni le percer, ni le plier, ni le froisser ou le souder. Mais quand ils l'ont envoyé dans un des laboratoires, je me rappelle que papa avait dit qu'il l'avait soumis à une certaine fréquence et à un courant électrique, et il était devenu transparent. Et il laissait passer l'énergie et on pouvait alors le découper pour le détruire. Un autre objet qu'il avait, c'était le premier circuit intégré, bien que ça représentait plus de choses qu'un circuit intégré. C'était une plaquette multicouche avec une sorte de fenêtre au milieu. Est-ce qu'il y avait d'intéressant ? C'est que mon père disait qu'en se concentrant sur cet objet, il pouvait le faire luire. Il pouvait luire en émettant une lumière bleue. Il avait également des lumières faites de fibres optiques là-bas. Ils ne savaient pas que c'était ces trucs-là. Ils ont pensé que c'était des câbles d'un genre quelconque, mais ne savaient pas comment ça fonctionnait. Un truc intéressant qui vous montre que nous sommes loin de savoir ce que sont ces fibres optiques originales. C'est que mon père les prenait dans sa main et quand il refermait la main sur elles, elles se mettaient à luire. Ça veut dire qu'elles contiennent leur propre énergie. On n'en est pas encore au point de comprendre comment des matériaux peuvent s'aligner d'un point de vue atomique et devenir opaques. Il y avait d'autres objets dont il a parlé. Il a parlé d'un objet qui a été passé au-dessus d'un corps humain qui est allé soit à John Hopkins, soit à Walter Reed. Il ne l'a jamais revu. Il a eu le premier laser entre les mains. Il ne savait pas ce que c'était. Il raconte des histoires sur certains films comme quoi il pensait que c'était une lampe torche et que les piles étaient mortes. Il n'avait par conséquent aucune idée de ce qu'était ce truc. Mais quand ils l'ont envoyé à Fort Belvoir et qu'ils y ont mis les énergies et les courants de ceci et cela, le premier laser est apparu. Mais il disait que les caractéristiques de ce laser n'avaient rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Il était conformé pour les molécules. Il a regretté d'avoir écrit le livre. Il a regretté d'avoir exposé sa famille au ridicule, au procès. Ça a été dur pour toute notre famille. Il ne voulait pas mourir en nous laissant avec tous ces problèmes. On a vraiment eu de la chance de trouver un ange, un véritable ange, en la personne de M. Kent. Si ce n'était pas pour cet homme-là, je ne serais certainement pas assis en face de cette caméra en ce moment. J'espère juste que les gens du futur, comme vous-même et moi-même, sauront quoi faire du type de connaissances que cet homme a produit. Je dis bien qu'il est le premier homme de cette importance à avoir parlé. Et il est possible que cela commence à faire boule de neige.
C'est vraiment ce que j'espère parce que je suis sûre qu'il nous regardera de là-haut en étant fier de nous. Question de Stephen Greer. Quelles sont les compagnies qui ont été impliquées dans le développement de ces technologies ? Philippe Corso. La société qui viendrait en tête serait bien sûr celle des laboratoires Bell. Maintenant, laissez-moi faire une mise au point pour l'enregistrement. Le transistor a été une invention de la Terre. Les gens ont effectivement dit qu'il était bien arrivé en 1948, que ses recherches ont commencé à partir de lui, et ceci, et cela. Il n'a rien à voir avec le circuit intégré, sauf qu'il est à circuit intégré et qu'il est bien à l'origine de cette technologie. Et quand ils introduisaient une partie de cette technologie, comme la vision nocturne, ils introduisaient cette technologie dans des domaines de recherche qui existaient déjà, qui travaillaient déjà dans ces domaines. Par exemple, il y avait un dispositif de vision nocturne à infrarouge qui provenait de la technologie allemande à Fort Belvoir. Eh bien, c'était l'endroit tout indiqué pour retirer la lentille d'un des yeux de l'extraterrestre. Papa disait que quand il la tenait en l'air dans le hall, il pouvait voir les mouvements des soldats en arrière-plan et des gens qui bougeaient et des trucs de ce genre. Maintenant, tout ça contenait encore une fois sa propre énergie. Rien de comparable à ce que nous avons aujourd'hui. Ils ont par conséquent introduit ces projets dans R&D, dans des domaines d'études déjà existants. Mais ils n'introduisaient pas les objets eux-mêmes. Ça aussi, c'est une idée erronée. Ils leur constituaient une provision, le financement. Ils leur indiquaient où il fallait chercher. Et c'est ensuite qu'ils introduisaient un certain nombre de connaissances issues de leur propre laboratoire pour les maintenir sur la bonne piste. C'est seulement si le produit final nécessitait l'objet IT qu'ils l'utilisaient. Ce n'était pas fait de manière bénévole. Cela assurait sa propre supériorité de l'armée sur les autres services et sur l'ennemi. Et des choses de ce genre. Il n'y avait aucune raison du genre que le public mérite tout ça, ou pour des motifs humanitaires et des choses de ce genre. C'était strictement une opération militaire. Il disait que l'Air Force détenait ces matériaux de Roswell, mais que les vaisseaux étaient en fait à la base aérienne d'Edwards. Ce qu'il, l'armée, avait été simplement des matériaux qui avaient été jetés dans une Jeep. Mais tout le vaisseau lui-même était à la base aérienne d'Edwards. Maintenant, papa n'a pas dit ça avant d'être sur son lit de mort. Je suppose que c'est toujours classé. Il était à 9 catégories au-dessus de l'ultra secret. Et c'est quand il en était déjà presque au jour de sa mort qu'on pouvait dire qu'il devenait hésitant. Par exemple, il a trouvé une clé. Il n'arrivait pas à ouvrir le vaisseau, et c'est par conséquent comme ça que j'ai su qu'il était encore présent dans les derniers moments. Il ne pouvait toujours pas analyser le vaisseau. Il n'avait aucun moyen d'ouvrir le vaisseau. Il m'a dit, après sa première attaque cardiaque, qu'il y avait une clé qu'ils ont insérée. Et il y a des contours qui sont apparus partout, et ils ont alors pu pénétrer dans le vaisseau. Laissez-moi aborder le chapitre qui répond à la question de l'apparence de l'extraterrestre. Vous connaissez le film de l'autopsie des extraterrestres ? On s'est souvent demandé si tout ça était réel. Et il disait qu'il n'aurait pas pu attester de sa véracité ou pas. Mais il m'a dit « Je vais te dire une bonne chose. Du point de vue d'un officier des renseignements, il y a 3 choses que ceux, quels qu'ils soient, qui ont truqué ce film, s'ils l'ont bien truqué, ne pouvaient pas savoir. Premièrement, il n'y avait pas de système lymphatique. Deuxièmement, il y avait 2 cerveaux, 4 lobes. On avait ajouté des ICS, Integrated Circuits, à l'un des cerveaux.
Ça, bien sûr, ce n'était pas dans le film. L'autre élément, c'est qu'il y avait 3 paupières. Il avait celle de l'extérieur qui était amovible, il avait une membrane et ensuite le globe oculaire. Par conséquent, papa a dit que ceux, quels qu'ils soient, qui avaient truqué ce film, s'ils l'avaient bien truqué, possédaient le même rapport que celui qu'il avait reçu de Walter Reed. D'ailleurs, les autopsies ont été faites à Walter Reed. Il disait que Letty faisait en effet partie de l'engin, qu'il était intégré à l'engin et qu'il représentait le système de propulsion, à défaut de mots de plus adaptés. Il n'y a vraiment pas de science pour décrire la manière dont l'engin se déplaçait, mais il disait que Letty était intégré au vaisseau et que c'était également le cas pour les autres occupants du vaisseau, qu'il faisait partie du système de guidage, etc. Le vaisseau était lui aussi une entité vivante. Stephen Greer. Comment a-t-il su ça? Philippe Corso. Il l'a su d'après les rapports. Ils ont compris qu'il était en train de mourir. Il est simplement passé du bleu au marron et il est mort comme un poisson qu'on aurait sorti de l'eau, et ça a également été le cas des occupants peu de temps après. Maintenant, je vais vous dire quelque chose à propos de Letty. Il parlait souvent d'une pièce du Pentagone comme une porte de prison, et vous la faisiez coulisser et vous entriez là-dedans. Et vous n'étiez pas en mesure d'avoir le moindre crayon, le moindre papier, le moindre appareil d'enregistrement. Vous regardiez simplement des documents et vous en sortiez avec ce que vous pouviez garder en tête. 1 ou 2 fois, ça m'a porté à croire qu'il y avait autre chose qui était gardé dans des pièces, et qui fournissait des informations. Il y avait également un fil qui provenait des vêtements. Il disait que le revêtement du vaisseau, la combinaison argentée de l'extraterrestre et sa peau étaient tout à fait d'un matériau similaire. Il était tout à fait au courant qu'il y avait eu d'autres crashs. Il disait que les Allemands lui avaient raconté qu'il avait découvert un crash et que la plupart de leur technologie et de leur matériel et de leurs recherches avancées venaient de ça. C'était une partie de l'équipe avec laquelle il travaillait tous les jours. Et il a dit qu'il y avait eu un autre crash à Corona, au Nouveau-Mexique, d'un engin d'un type tout à fait similaire. Ils étaient tous les deux le long du site de Trinity, là où la première bombe atomique a explosé. Le secret qui a été assigné à ça vient du général Trudeau lui-même et des 30 généraux qui étaient en charge de tout ça, et du président Eisenhower. Il craignait que, ils savaient avant toute autre chose que la conquête numéro 1 de Staline était de voler la technologie de Roswell. Ils ont par conséquent lancé une opération pour cacher tout ça. Ils avaient le sentiment que la CIA avait été infiltrée. Ils avaient le sentiment que leur budget serait rogné et ils avaient le sentiment qu'on ne ferait effectivement rien de ce matériel s'il ne laissait pas de traces écrites. Quand tout ça est sorti, notre famille a reçu un choc. On n'arrivait pas à croire qu'il y avait pu garder tout ça secret pendant toutes ces années. Ma mère n'était même pas le type de femme à même écouter quoi que ce soit de ce genre. Je suis certain qu'il ne lui disait rien. Je suis certain qu'il ne l'a pas dit à qui que ce soit d'autre, à part les gens qui étaient dans la confidence. Il disait que ce groupe de 30 personnes qui étaient en charge de cette technologie, il disait qu'ils n'avaient pour ça pas le moindre mandat écrit. C'étaient simplement des officiers endurcis par le champ de bataille, et ils avaient fait un serment entre eux. Je suppose que des hommes proches dans la mort et dans les combats, que ce serment a probablement exactement la même force que si vous l'aviez signé avec le Seigneur. Je sais que mon père n'a jamais parlé de ces trucs à qui que ce soit. Je suis formelle à ce point. Il m'a dit des tas et des tas de fois
qu'il n'y avait pas de frontières et qu'il n'y avait jamais eu la moindre frontière. Il a dit que lui et d'autres qui étaient en charge de ça savaient dès 1983 que nous deviendrions un pays de consommateurs. Ça veut dire qu'on consommait 90% des ressources mondiales et qu'on était des vaches bien grasses et qu'on allait continuer de consommer comme ça. C'est là la façon dont le système économique est établi. Il m'a dit qu'il avait reçu les enseignements de 2 papes sur la signification de l'argent. C'est le marché qu'il avait passé avec eux pour leur avoir rendu certaines faveurs. Le père O'Flaherty et 2 des papes l'ont fait profiter de leur enseignement. Il m'a dit ça après que le livre soit sorti. Il disait « Le Vatican est d'ailleurs une source très bien informée ». Les MIAS, M-I-A-S, mon père était au courant des MIAS, qu'on avait laissés en Corée, et pourquoi et comment ils avaient été déplacés en Russie. Et il l'a témoigné publiquement et à huis clos devant des commissions sénatoriales. Il disait que la raison principale de tout ça était bien sûr due à notre vision libérale des choses. Disons l'infiltration de notre pays par la doctrine communiste à l'époque, le chantage politique et le chantage technologique, la guerre froide. Il y avait des tas de raisons à ça. C'est là une époque bien honteuse de notre pays, sans aucun doute. Comme je disais, mon père a interrogé un bon millier de prisonniers de l'autre camp. Ils ont raconté où les GIs étaient, ce qu'on était en train de leur faire et des trucs de ce genre. Ce n'était pas une question dont on n'était pas au courant, on savait, et tout ça en détail, dans les écrits de mon père. Stephen Greer. Et on n'a rien fait. Rien. Rien fait? Stephen Greer. Pourquoi? Philippe Corso. Chantage, politique, infiltration. Pas notre ordre du jour, pas important, donnant, certains accords passés. Et ça représente la part du gouvernement qui devrait être connue. Ce sont ces parties-là que j'aimerais révéler. Ce sont ces parties-là qu'il faut que les jeunes gens connaissent pour que ça n'arrive plus jamais. Des gouvernements secrets présents au sein de gouvernements secrets, et c'est justement comme ça qu'est appelé l'article qu'il a écrit, le gouvernement secret. Maintenant, c'est là un homme qui a été dans les coulisses d'un tas d'administrations, qui a assisté à des tas et à des tas de prises de décision qui établissaient la doctrine. Et il y a des gens qui établissent la doctrine. Il a informé le président Kennedy et Bobby Kennedy et il a dit « Ce n'est pas vous autres qui faites de la politique ». Et il leur a prouvé avec un document qui est toujours classé. Mais il se trouve que je le connais, l'endroit où il est, sa nature, et il représente une grande leçon d'histoire. Pour en revenir à ce que Letty a dit à Anne-Papa quand il était à White Sand, je pense que ça veut exactement dire ce que ça veut dire. C'est un nouveau monde, si on est capable de le faire, et honte à nous si on n'en est pas capable. Autrement dit, ils ne vont pas nous le donner ou nous l'apporter sur un plateau. Il va falloir que nous prenions ça et que nous en fassions quelque chose. Il n'y a en ce moment même aucun mécanisme qui permette de gérer un autre crash. Si ça arrive encore, c'est tout simplement l'armée qui en héritera, et ce sera probablement la même situation que celle qui s'est produite à Roswell, même si l'époque est différente. Je ne pense pas que l'ordre du jour de l'armée soit vraiment différent. Ça va passer sous le contrôle de la sécurité nationale et on n'entendra probablement plus parler. Je pense que nous avons besoin d'un mouvement qui nous définisse, nous, comme peuple de la Terre et comme peuple de l'univers.
Comme ça, s'il y a effectivement un nouveau crash de vaisseau, ce dont mon père disait que ça arriverait, nous pourrions être en charge de ça ou avoir des droits en ce qui concerne le sauvetage. Il nous faut une loi interplanétaire de sauvetage. Oui, après le livre, mon père a donné un document à John Glenn qui évoquait une voiture qui avait fonctionné dans le laboratoire et il disait qu'elle avait un système d'amplification de fluide. Quand on mettait toute une batterie d'ICS ensemble, ça amplifiait en fait les fluides. Il a dit qu'on avait en fait fait fonctionner cette voiture sur une pile de lampes torches pendant des années. Maintenant, John Glenn, il l'a informé de ça. Ça faisait à peu près 1/4 de pouce, soit 0,5 cm d'épaisseur, et ça venait d'un des laboratoires financés. Il s'agit là d'un des objets qui provenaient du crash de Roswell et que personne ne connaissait jusqu'à ce jour, sauf les gens qui l'ont construit et qui ont participé à ce projet. Mais quelqu'un devrait demander à John Glenn s'il se rappelle de la visite de mon père. Je crois que c'était en 98. Mon père disait souvent qu'il y avait une solution en ce qui concernait l'énergie et la pollution parce qu'il parlait souvent de réacteurs atomiques de la taille d'un terrain de football. En fait, il disait qu'il y avait un autre document selon lequel on avait réellement bâti une petite centrale électrique plantée en plein milieu de l'Alaska pour plus de sécurité et qu'elle marchait depuis des années. Elle a produit tant et tant de centaines de milliers de litres d'eau d'année en année. Par conséquent, oui, nous avons des technologies et je suis sûre que ça fait longtemps que nous avons ces technologies. Mon père a dit à de nombreuses reprises que Carl Sagan était parrainé par la CIA et qu'il avait en fait vu son nom dans le registre du personnel et ses références. Il disait qu'il était payé pour discréditer les gens. Entre parenthèses, nous connaissons 2 autres collègues de Sagan qui sont astronomes et qui confirment ce fait. Stephen Greer. Quand la SDI, Guerre des étoiles, a été lancée, il m'a dit après 92, quand il a écrit le livre, que c'était un système de défense planétaire et que la plupart des leaders étaient à l'époque au courant de ça et qu'il en parlait très souvent. Vous voyez, on parlait de la guerre froide en tant que guerre froide, mais pour un tas de leaders, ça avait un sens bien différent. Il m'a dit ça plus tard. Il disait que ce que ça signifiait, c'était qu'il y avait une guerre extraterrestre et qu'elle continue encore de nos jours. C'est un système de défense planétaire, cette SDI. Stephen Greer. Et c'est pour ça qu'elle est là ? Philippe Corso. Absolument. En fait, Reagan avait l'habitude de l'appeler, et je peux me rappeler mon père répondant à des questions comme ça au téléphone. C'est aussi ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Je ne comprenais pas ce que c'était à l'époque, ce que ce système de défense planétaire voulait dire, mais je pouvais avoir une bonne idée de ce que c'était en lisant entre les lignes.